Alors aujourd'hui on est avec Meu, quelqu'un que j'ai rencontré pendant que je voyageais au Liban et qui est très très intéressant et qui a plein de trucs à dire, surtout sur le Liban. Puis j'aimerais bien qu'il nous fasse partager tout ça, donc déjà est-ce que tu veux te présenter ? Salut Dissek, merci de m'accueillir chez toi d'abord, aucune pression. Écoute, je m'appelle Meu, j'ai 32 ans, je fais du graphe, je fais un peu de musique, j'écris pas mal. Et je fais du doublage de voix également. Et voilà, j'essaye de faire en sorte de vivre de mes différentes passions, comme ça, avec plus ou moins de succès. Bon, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Meu ? Meu, ça fait 15 ans que j'écris ça. Et au début, il y avait une obscure signification, mais je l'ai surtout gardé parce que c'est tout à fait idiot et que je me prends pas trop au sérieux, j'espère, la majorité du temps. Et que même quand je voyage dans d'autres pays et que j'écris ça, et qu'on me dit qu'est-ce que t'écris sur le mur, et que je sais pas parler la langue de la personne qui me parle, et ben en général je dis Meu et on rigole tous les deux comme des cons, et donc je me suis rendu compte que c'était un moyen de rigoler avec des gens avec qui je pouvais pas communiquer. Et ça j'aime bien le principe d'avoir un nom idiot comme ça. Enfin, non, ça t'as pas le droit de le mettre, hein, mec. Ah si, c'était foutu. C'est strict crédibilité. Non, c'est lié. Oui, et d'ailleurs, tu m'as demandé avant l'interview si je voulais qu'on voit ma tête ou pas. Avant, j'étais contre, mais comme à Beyrouth, on s'en fiche, c'est pas illégal et personne viendra m'arrêter pour voir ma tête, c'est pas très grave. Et puis plein de journalistes là-bas qui, quand ils nous interviewaient, nous demandaient si on voulait bien mettre nos visages ou nos têtes. On disait non, et puis ils le faisaient systématiquement, car c'était de très bons journalistes. Donc voilà, ils ont un peu ruiné ça. Maintenant, si tu tapes mon nom, tu vois mon blaze et ma tête, enfin tout ça sur internet, donc j'ai décidé que je m'en fichais. Nous on s'est rencontrés au Liban quand je suis passé là-bas, toi tu y habitais déjà depuis pas mal de temps, tu peux nous expliquer comment t'as été là-bas en fait ? Après mon dernier cycle d'études, j'avais très très envie de voir le Liban, voir la Colombie, voir des pays comme ça qui me fascinaient depuis longtemps. Pourquoi ce type de pays ? C'est des pays dont on me parlait beaucoup, dont des gens qui me rencontraient, soit qui me connaissent ou qui me connaissent pas du tout, qu'ils aient 20 ans ou 70. Après quelques heures de conversation, on me disait « Toi, le Liban, ça te plairait vachement, je pense. » Ou « Toi, la Colombie, il faut absolument que tu y ailles un jour dans ta vie. » Ces deux pays-là revenaient tout le temps. Sans plus d'explications que ça ou... Parfois, si, mais ça fait longtemps et j'ai un style de vie qui fait que je ne me rappelle pas de tout. D'accord. Mais donc voilà, en 2013, je suis arrivé au Liban en tant que journaliste freelance. J'avais fait des études de journalisme. Ouais. Et je pensais que j'allais être reporter de guerre, que j'allais rester 6 mois là-bas, aller en Syrie comme tout le monde, écrire 3 articles sur ce que je pensais comprendre de cette situation. Mais en même temps, c'est aussi pour ça que j'allais au Liban, c'était pour voir de mes propres yeux au lieu de me fier à ce que je lisais dans les médias. Elle était comment la situation quand t'es parti la première fois là-bas ? En 2013, il y avait déjà presque 2 millions de réfugiés syriens, il y avait régulièrement des attentats à Beyrouth, pas dans les endroits où les occidentaux, c'était pas dans les quartiers riches ou chrétiens ou autres, c'était surtout dans les quartiers pauvres, c'est une situation très compliquée à expliquer, mais voilà, il y avait des attentats régulièrement et c'était un peu compliqué. Et moi je suis arrivé là-bas et en fait je me suis rendu compte dès le premier jour qu'il y avait du graffiti partout sur les murs, d'un niveau incroyable. J'ai reconnu quelques noms d'artistes français, The Fa et autres, mais beaucoup de noms que je connaissais pas, donc je comprenais qu'ils étaient locaux. Et j'ai voulu les rencontrer et les interviewer, ce que j'ai commencé à faire, et en fait on est devenus super potes parce que c'est une scène extrêmement accueillante. Il devait y avoir à l'époque 12 graffeurs à Beyrouth, aujourd'hui il doit y en avoir une vingtaine. Ouais, c'est une petite scène quand même. Ouais, c'est minuscule, et c'est ma scène préférée. Et donc voilà, je suis arrivé là-bas et j'ai rencontré ces gars-là, j'ai recommencé à taguer avec eux tout de suite et eux ils m'ont dit est-ce que tu peux essayer de passer peut-être du tag au graphe. Ils m'ont appris à le faire, je me suis entraîné, ils m'ont vraiment coaché pour me prouver que je savais le faire alors que j'avais déjà 25 ans à l'époque donc je pensais que c'était trop tard pour moi pour essayer d'apprendre ça. Mais jusque-là t'avais fait que du tag ? Que du tag, me partout. C'est ça qui m'intéressait à l'époque. Et donc voilà, j'avais prévu de rester 6 mois à la base, et en fait, je suis resté 2 ans et demi la première fois que j'y suis allé. Ce pays m'a fasciné, c'est un pays avec énormément de problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes de pollution, de racisme, de corruption, il y en a plein, mais il n'y a pas du tout que ça. Il y a des gens extrêmement accueillants, il y a un milieu artistique que j'ai jamais vu ailleurs. La scène hip-hop, on pourrait la comparer un peu, donc le rap, le graffiti, tout ça, à ce que c'est a priori au début des années 90 en France ou peut-être fin des années 80. La scène est toute petite, mais c'est que des vrais passionnés. Il y a très peu de gens qui en vivent vraiment. Il n'y a pas de baston, les gens se toillent pas, se recouvrent pas, se tapent pas dessus parce que c'est un pays qui a déjà tellement de problèmes que c'est un pays où il y a 18 religions.
Donc il y a plein de versions du christianisme, il y a des musulmans chiites, sunnites, des druzes, tout ça. C'est un pays qui a vécu une guerre civile, des occupations d'Israël, de la Syrie pendant des décennies. Quasiment toutes les familles ont des armes chez elles et tout ça. Et pourtant, les graffeurs ne se tapent jamais dessus. Ils ont décidé de ne pas... d'avoir au moins un aspect de leur vie où il y aurait absolument rien de religieux ou de politique ou de violent. Et moi ça m'a fasciné parce que quand j'avais commencé à taguer à Paris, l'aspect du graffiti que j'aimais pas, c'était tous les gens qui se prennent un peu pour des fous et tout ça. Moi avec mes amis on s'était toujours tenus à l'écart de ça, on aimait bien taguer et c'est tout, on n'aimait pas trop toutes les embrouilles qu'il pouvait y avoir autour du graffiti. Et donc voilà, au Liban ça m'a fasciné de voir des jeunes entre 20 et 35, des gens entre 20 et 35 ans qui sortaient peindre sans jamais avoir ce genre de problème-là. Et aussi qui pouvaient peindre en plein jour. Je comprenais pas, je voyais des pièces sur les grosses avenues dans la ville avec juste des noms, pas de la publicité, pas des boulots de graffiti, vraiment juste du pur graffiti à l'ancienne qui avait l'air d'avoir pris des heures pour être fait sur les plus grosses avenues de la ville. J'ai compris rapidement qu'en fait au Liban, le seul graffiti qui est illégal, c'est le graffiti qui a une vocation politique ou religieuse, dans le sens où c'est comme si en France on disait t'as pas le droit de faire des graphes où tu dis vive le parti socialiste ou vive les républicains ou je sais pas quoi. Par contre si t'écris abat le gouvernement, c'est pas spécifique, donc ça c'est pas que t'as le droit de le faire, c'est que c'est dans une zone grise en fait. Donc on peignait en plein jour pendant des heures et les gens, les policiers nous disent rien ou alors ils viennent te voir, ils te demandent si c'est politique ou religieux, tu leur dis non. Puis ils te disent écris le nom de ma copine en bas, ils se prennent en selfie devant le graffiti, puis ils s'en vont. D'ailleurs ça nous est arrivé quand on était à Beyrouth avec toi. Il s'appelait Oussama le gars. Et donc voilà, ça m'a fait comprendre que c'était une scène dont j'aimerais énormément faire partie en fait. Tu vas là-bas, tu commences à peindre, et puis que ce soit un réfugié syrien ou une vieille chrétienne millionnaire qui passe dans la rue pendant que tu peins, et ils vont te dire Yatik al-Afi, Allamak, ça veut dire ah, Dieu te bénisse pour ton travail, Dieu te bénisse, alors qu'ils savent pas ce que tu fais. Ils voient que tu es en train de mettre des couleurs sans demander d'argent, que c'est pas politique, que c'est pas religieux, et que ça change leur quotidien parce que c'est une ville qui porte encore beaucoup de traces de guerre, de traces de balles, d'affiches de politiciens qui ont les mains tachées de sang. Donc le graffiti a une importance vraiment particulière dans ce genre de pays, je pense. Donc quand je me suis rendu compte que c'était une scène de graffiti qui était unique, que j'avais vue nulle part ailleurs, j'avais jamais entendu parler d'une scène de graffiti comme ça, aussi entre guillemets libre, je me suis dit, bah voilà, je sais ce que je fais au Liban en fait. Moi qui voulais à la base donc écrire des articles sur la guerre et tout ça comme tout le monde, je me suis dit, il y a déjà plein de gens qui le font très bien. Moi je vais parler des bons côtés du Liban. Donc j'ai commencé à interviewer des rappeurs, des graffeurs et tout ça, enfin j'ai continué à les interviewer et à les mettre en valeur, à écrire des articles sur chaque petit événement qu'ils organisaient. Et puis, évidemment, moi je suis français, donc quand il s'est avéré qu'il y avait un Français qui peignait dans la scène libanaise, et comme les Libanais adorent les Français, moi je recevais énormément de coups de fil pour qu'on m'interviewe ou pour qu'on me propose du travail. Mais à l'époque, moi je venais de commencer le graffiti, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mes potes qui m'apprenaient, j'avais 25 ans, j'ai commencé pendant 2 ans, j'étais vraiment nul. Donc je refilais tous les boulots à mes potes. Et je disais aux gens, non mais ne m'interviewez pas moi je peux vous connecter avec tous les graffeurs de Beyrouth qui ont des histoires ultra intéressantes. Il y en a qui font du calligraffiti comme mon pote Mo qui a fait ce tatouage là et d'autres sur moi. Il y en a qui font des personnages presque photoréalistes, il y en a qui font... À l'époque la scène s'inspirait beaucoup des États-Unis et de l'Europe, aujourd'hui elle est bien plus spécifique, enfin, ils ont vraiment trouvé leur style. Mais donc voilà, j'arrivais à connecter mes amis et les artistes dont j'étais fan avec des journalistes, avec des choses comme ça, et ça a été un peu la première fois de ma vie où j'ai fait partie d'une scène en fait. Et c'est une scène toute petite. Il doit y avoir au Liban 5000 personnes qui écoutent du rap libanais. Mais ils vont à tous les événements où il y a du rap libanais, et quand il y a des graffeurs, tout le monde sait qui c'est, des choses comme ça. Donc c'est une toute petite scène où les gens se connaissent, se respectent, où c'est pas par rapport à la fame ou l'argent. Et ça a été un honneur et une chance incroyable d'en faire partie, ouais, et d'en faire encore partie. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, ça ressemble vraiment à l'arrivée du mouvement en France, au milieu des années 80, où il n'y avait rien à gagner, mais tout le monde kiffait, quoi. Bah c'est ça. Il y a Chuck D de Public Enemy qui était venu faire une conférence à l'université américaine de Beyrouth en 2013 ou 2015, et il a dit à plusieurs de mes potes rappeurs de là-bas, ils se baladaient dans la ville, ils regardaient, ils disaient on dirait New York dans les années 80. Donc pour mes potes libanais, tu pouvais pas leur faire un plus gros compliment, tu vois, c'était... Et d'ailleurs je crois que toi t'as dit des choses similaires quand on s'était rencontrés là-bas.
évidemment, quand je commence à parler du Liban, bah, tu l'as vérifié plusieurs fois, je peux faire des compliments à ce pays, à cette scène pendant des heures. Mais il faut aussi parler des points négatifs. Donc c'est un pays qui a d'énormes, déjà quand je suis arrivé là-bas, qui avait d'énormes problèmes économiques, un taux de chômage qui était à peu près à 50%, même si en fait il n'y a pas de chômage. Donc si tu travailles pas, tu meurs. Donc tout le monde trouve des occupations, mais il y a très peu de gens qui ont des vrais boulots et le salaire minimum c'est $600, parce qu'il y a deux monnaies là-bas, le dollar et la livre libanaise. $600 c'est quand tu travailles 6 jours par semaine, 10 heures par jour comme serveur, tu vois, donc t'as pas de vie en fait. Et il y a quand même des gens qui sortent graffer, alors qu'une bombe de peinture comme celle qu'on trouve en France, une vraie bombe de peinture pour du graphe, ça coûte $10 là-bas. Donc quand tu sors graffer là-bas, je trouve que ça a une importance encore plus grande que dans d'autres pays où tu peux pour 3 euros t'acheter une petite bombe et aller te faire un flop quelque part, tu vois. Comment ils font justement? Et bah écoute, ils arrivent à trouver des mini-boulots, ils trouvent des boulots où ils demandent à être payés qu'en bombe de peinture. Moi je fais partie de deux crews là-bas, surtout le plus vieux crew libanais qui s'appelle REK, et nous on est assez nombreux là-bas, on doit être 8 à Beyrouth à faire partie de ce crew-là, et au bout d'un moment il y a une boutique de graphe qui nous a fait une réduction, oui, parce que tu avais remarqué il y a 4 boutiques de graphe à Beyrouth alors qu'on est quelque chose comme 15, donc c'est n'importe quoi. Mais bon voilà, ils nous font des réductions parce qu'ils voient que nous on peint le plus possible et tout ça, mais ça reste très très cher. Et puis c'est un pays où il y a vraiment des problèmes que nous on connaît pas ici. À Beyrouth, même avant la révolution, il y avait des coupures d'électricité tous les jours, donc après si tu veux avoir l'électricité 24 heures sur 24, tu dois payer un générateur qui coûte extrêmement cher. Tu peux pas boire l'eau du robinet évidemment, les immeubles, énormément d'immeubles sont encore très endommagés par la guerre. Il y a une corruption endémique, ce qui veut dire que dans n'importe quelle situation où tu as besoin de faire des papiers ou des choses comme ça ne marchera pas si tu ne glisses pas $50, $60 à la personne en question, ou voire beaucoup plus. Et quand je dis $60, c'est, si on veut transposer à la France, c'est comme si on disait ici 600 €, quoi. C'est des sommes d'argent auxquelles tout le monde n'a pas forcément accès, quoi. Donc voilà, c'est un pays qui est extrêmement compliqué, et ça m'a fasciné d'autant plus de voir qu'il y avait des mecs et des meufs qui étaient prêts à passer des heures à aller peindre dans la rue sans attendre aucun revenu en retour, quoi. Donc moi voilà, tous ces problèmes de corruption et de prix excessifs du matériel pour les artistes, moi ça me faisait les admirer encore plus, tous mes potes de là-bas, et j'avais envie de les mettre en avant, comme je disais, de toutes les manières possibles. Et j'ai commencé à emmener des potes comme ça, on se baladait dans Beyrouth, je leur montrais les graphes un peu partout en leur expliquant qui les avait fait, puis on allait dans des quartiers que personne ne connaissait. Puis mes potes en question me disaient tiens, j'ai des potes français ou belges, je sais pas quoi, qui viennent dans une semaine, est-ce que tu pourrais un après-midi les emmener se balader dans Beyrouth et leur montrer un peu comme t'as fait pour moi. Je l'ai fait aussi, ça m'amusait, je le faisais gratuitement, je refusais d'être payé au début. Puis à un moment, j'ai fait un documentaire sur le graffiti libanais, et la personne qui a filmé est partie avec toutes les images, et ce documentaire ne sera jamais vu. Ouais. Ça a été très dur pour tous mes potes qui avaient accepté d'apparaître dedans, et pour moi qui avais passé des heures à bosser dessus. Et je devais présenter ce film à l'Institut français de Beyrouth. Et quand ça s'est avéré que c'était pas possible, un mec de l'Institut français que j'avais déjà emmené dans Beyrouth voir les graphes m'a dit est-ce qu'on pourrait pas remplacer la projection du film que tu devais faire par un tour de graphes. Moi je me suis dit mais c'est une excellente idée, je savais pas que ça existait partout, j'ai cru qu'en fait c'était moi qui avais inventé le truc, je me suis dit mais c'est du génie, c'est génial, on va faire comme ça, tu vois. Et après j'en ai parlé à des potes qui m'ont dit n'importe quoi, ça existe dans toutes les grandes villes du monde et tout, j'ai dit ah d'accord, mais bon moi je l'ai inventé de mon côté. Et donc voilà, on a commencé à faire ça d'abord avec un de mes potes qui s'appelle Bilal Tarabey, puis après je l'ai fait tout seul, et voilà, ce tour que je faisais chaque semaine, c'était un des boulots préférés que j'avais là-bas. J'avais une vie que je trouvais géniale, je faisais du doublage de voix mardi, un tour le samedi, un boulot de graphe comme assistant pour un artiste de fou là-bas, sur 3 jours où on allait je sais pas où dans le pays, et j'apprenais trop de trucs. Et puis en 2016, je suis parti du Liban parce que, en fait, c'est paradoxal, mais ma vie commençait à marcher, ça y est, j'avais plus jamais à stresser pour mon loyer ou des choses comme ça, je faisais plein de tafs différents, il y avait plein de trucs. Et donc ça m'a saoulé, j'avais 29 ans, je me suis dit j'ai pas envie de rester ici, j'ai toujours eu envie de voir la Colombie, je vais partir et je vais essayer d'aller en Colombie. Donc je suis parti en janvier 2016, j'avais dépensé tout l'argent que j'avais le dernier mois, je sais très bien faire ça. Et je suis arrivé à Paris avec 400 € à 29 ans, je savais pas quoi faire, donc j'ai refait comme pour financer mon premier voyage à Beyrouth, j'ai fait une saison dans la restauration. Ça s'appelle l'esclavage, mais sûrement, voilà. Et en octobre de la même année, j'arrivais en Colombie, je voulais voir la Colombie avant d'avoir 30 ans, je voulais voir comment j'allais pouvoir explorer ce pays que j'avais jamais vu.
Et là-bas, pareil, j'ai rencontré Bogota, pour moi c'est la capitale du graphe mondial. Il paraît qu'il y a 15 000 graffeurs à Bogota. Ouais, non, c'est blindé, c'est rien à voir avec Beyrouth pour le coup. Voilà, on parle de 15 et 15 000, donc on est sur quelque chose d'assez différent. Par contre, à Bogota, c'est pareil, tu peux graffer dans la rue, c'est le même. Ouais, il n'y a aucun problème, j'ai fait ça, j'ai fait un tour de graphe là-bas, c'était vraiment. C'était vraiment intéressant de voir la différence. J'ai vécu à Medellín, je suis resté 9 mois en Colombie en tout. J'ai eu la chance de participer au Surfest, qui est un festival de là-bas avec des artistes incroyables. J'avais aucune idée, j'étais le seul non-américain du nord ou du sud ou du centre qui en faisait partie. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Et on s'est trop bien entendu avec les artistes, on a trop rigolé. Et voilà, j'ai vu la Colombie, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je pouvais pas rester là-bas parce que j'avais envie de bosser avec ma voix, de faire du doublage, de faire des choses comme ça, et que l'espagnol je l'ai appris sur le tas là-bas, donc pour apprendre les différents accents ça allait être compliqué. Donc je suis rentré en 2017 de Colombie. J'ai mon pote et mon mentor Eps, graffeur libanais, qui m'a appelé en me disant j'ai un gros boulot de graffiti à faire à Beyrouth juste sur 3 mois, est-ce que tu veux venir? Je suis retourné au Liban en 2017, j'ai recommencé le tour là-bas tout de suite, toutes les semaines où j'emmenais des locaux et des touristes pour un prix le plus bas possible pour que même les Libanais étudiants et un peu fauchés puissent le faire. Et je leur expliquais les spécificités du graphe libanais, l'histoire du graphe en général, les différences entre les deux. Et puis plein d'anecdotes, parce que comme encore une fois c'est une petite scène et que tout le monde s'apprécie pas forcément, mais moi j'ai de problème avec personne là-bas, donc je connaissais toutes les anecdotes et tous les petits trucs et ça marchait pas mal. Et à la fin du tour je vendais des stickers de mes potes, des stickers à moi, parfois les gens disaient j'ai adoré le style de cette personne, je veux un tatouage de ce mec là, je veux une toile de ce mec là, donc je les mettais en contact. Et ça me faisait plaisir de toutes les semaines mettre un peu en valeur la scène de graphe. La scène de graphe du coin, et à chaque fois que je revenais à Beyrouth, c'était le premier boulot que j'avais, quoi. Je revenais à Beyrouth et je disais ça y est, je suis de retour, samedi, $6 pour les étudiants, $10 pour les autres, 2 heures de tour, et à chaque fois je faisais un petit graphe pendant. Et c'est marrant parce que parfois tu te retrouves avec un vieux Libanais de 70 ans qui au début du tour te dit les tags c'est pourri, moi j'aime que les personnages et la calligraphie. Et à la fin du tour, tu le vois en train de prendre en photo des wild style ou des petits tags un peu partout, et puis tu le fais participer à faire un petit flop pendant le tour. Et il dit ah mais c'était sympa, je pensais pas que c'était aussi cool et tout. Et voilà, tu transmets entre générations, tu vois. Et moi j'aime bien ça. C'est un des trucs que je préfère dans le graffiti, je pense. Puis je suis reparti, j'ai revécu en France et à Marseille un peu. Dédicace au Détroit d'ailleurs. Et voilà, au bout d'un moment en France, je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il me fallait, j'arrivais pas à trouver de boulot et c'était le Liban qui m'appelait. Donc j'y suis retourné en 2018 en ayant vraiment l'intention de m'y installer. C'est là qu'on s'est rencontrés aussi d'ailleurs, pas longtemps après. Et j'étais censé y rester, s'il n'y avait pas eu cette suite de catastrophes un peu incroyables depuis ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier truc, c'est la révolution. Moi, ça m'a un peu blasé parce que je venais de sécuriser 2 contrats de graffiti où on aurait dû gagner pas mal notre vie. Et j'étais enfin en train de partir, tu vois, j'avais un appartement, j'avais un petit appartement trop bien avec un toit où tous mes potes avaient graffé, j'avais le taf qui recommençait à partir. Et là, il y a eu la révolution, qui est un don du ciel parce que les Libanais, enfin, se sont décidés à dire à leur gouvernement, même si moi je suis musulman et que lui il est chrétien, j'ai plus de choses en commun avec lui qu'avec le chef de ma milice, ou voilà, parce que c'est un pays très très tribal, parce que les politiciens ont essayé de le garder comme ça. Et donc voilà, il y a eu la révolution, et pendant 4 mois, il n'y avait plus de boulot, moi j'ai perdu tous mes contrats, comme tout le monde, hein, je ne vais pas me plaindre particulièrement. Et pendant 4 mois, on était dans le centre-ville à faire des graphes sur les maisons, sur les immeubles à $3 milliards, des politiciens et des grandes entreprises et des banques, et à manifester, et à se faire gazer et tirer dessus avec des balles en caoutchouc pour les plus malchanceux d'entre nous. Et tout ça, et puis au bout de 4 mois en fait je pouvais plus rester parce que j'avais plus de travail, je pouvais plus payer mon loyer, je pouvais plus rien faire et j'ai pas les moyens, et puis même si j'avais eu les moyens de me faire envoyer de l'argent de France, pour faire quoi? Je suis pas de là-bas et je vais juste avoir de l'argent et rester pendant qu'il se passe rien et que mes potes commencent à crever la dalle. Donc je suis rentré en France avec la ferme intention d'essayer de faire venir au moins mes potes graffeurs pour faire des festivals ou vendre des toiles ou des choses comme ça. Puis il y a eu un truc, je sais pas si les gens en ont entendu parler, mais ça s'appelle le coronavirus, ça a un peu modifié les plans de quelques personnes sur Terre. T'as entendu parler, non? Vite fait. Je t'expliquerai après. Donc voilà, avec ce coronavirus méconnu, plus la révolution, le Liban c'est un pays où il y a 2 monnaies, il y a le dollar américain, In God We Trust et tout ça, hein, et il y a la livre libanaise. Jusqu'à la révolution, il fallait 1500 livres libanaises pour $1. Et à partir il y a quelques mois, ça a commencé à être 2000 livres libanaises pour $1, 3000 livres et ainsi de suite. Et donc c'est un peu comme si en France on disait aujourd'hui une baguette ça coûte 1,10 €.
Et puis demain t'y vas et on te dit ça coûte 4,40 €, et puis dans 3 semaines t'y vas et on te dit ça coûte 43 €. Mais toi ton salaire il est toujours à 1 200 € quand t'es caissier dans un supermarché. Et tu dis mais comment je fais? Et on te dit rien, on te dit bah tu te débrouilles. Et mon salaire il est encore on me demande de payer mon salaire en dollars, donc mon salaire c'est 300 $. Sauf qu'avant 300 $ c'était, je suis nul en maths, on va pas essayer, mais c'était tant de livres libanaises, et demain bah, ce sera 10 fois plus que ça. Et là le pays a commencé vraiment à sombrer parce que les Libanais, il n'y avait plus de dollars dans le pays à part pour les milliardaires, tous les dirigeants ont mis leur argent à l'étranger et tout ça. Et toi, même si tu avais un compte en dollars, tu pouvais plus retirer ton argent, on te disait non, on te donne plus ton argent. Même si tu as 10 000 $ sur ton compte, on te donne plus ton argent. Donc tu n'as plus que des livres libanaises qui valent plus rien. Donc si tu veux acheter, si toi tu es un hôpital et que tu dois acheter ton stock de médicaments, bah tu peux plus, parce que tu n'as plus que des livres libanaises, donc tu n'as plus l'argent d'acheter les médocs que tu achetais avant, parce que ça te coûte pour toi 20 fois plus. Ce qui fait que dans le pays, il y a presque plus de farine, il n'y a plus de médicaments. Là j'ai lu aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a 50% des médicaments qui manquent au Liban. 50% de tous les médicaments qui existent, on ne les trouve plus au Liban. Donc c'est une situation qui est effroyable, il n'y a plus de travail du tout. Mes potes se font tirer dessus tous les jours quand ils vont à la Révolution par des armes non létales soi-disant, alors qu'ils demandent juste à avoir une vie normale, à pouvoir sortir du pays, à pouvoir travailler normalement et tout ça, et ils se font tirer dessus par des armes fabriquées en France. Donc c'est sympa quand Macron va là-bas pour leur serrer la main, mais c'est quand même nous qui leur vendons toutes les armes qu'ils utilisent pour oppresser leur peuple. Tout ça, c'était, voilà, je parle beaucoup, mais c'était une situation absolument effroyable pour tout le monde. Et puis il y a eu l'explosion du 4 août, qui est la suite de négligence. Le 4 août au Liban, il y a une quantité de nitrate d'ammonium, qui est une matière dont on se sert entre autres pour faire des missiles, qui a explosé dans le port de Beyrouth, et c'est la 3e plus grosse explosion qui ait jamais eu lieu dans une ville depuis la Seconde Guerre mondiale. La dernière fois que c'est arrivé, c'était Hiroshima et Nagasaki, 2 bombes atomiques. Donc voilà, l'explosion de Beyrouth c'était moins puissant que ça, mais ça a détruit ou endommagé 70% de la ville. 350 000 personnes sont maintenant sans abri, dont tous mes amis là-bas. Et donc voilà, face à cette catastrophe, c'est difficile de se dire quoi faire, surtout que le gouvernement libanais est connu pour voler absolument tout ce qu'on lui donne. Ça, il y a eu des prêts mondiaux pour aider le Liban depuis l'an 2000, on leur a donné je crois 16 milliards de dollars, et il ne s'est rien passé, il n'y a toujours pas l'électricité, il n'y a toujours pas l'eau potable au robinet, il n'y a toujours pas ça. Parce que les gouvernants se mettent tout dans les poches. Donc moi j'ai 2 potes, c'est mes frères, c'est la famille, Existe et Spaz, qui sont 2 grands graffeurs libanais, qui avec l'aide de quelques Français, Belges, d'autres Libanais qui habitent à Paris, et toi et moi, ont mis en place un collectif qui s'appelle Act for Beyrouth, ou Art for Beyrouth, on peut le dire comme on veut, pour qu'on puisse nous et eux faire des œuvres, les vendre en Europe ou ailleurs, et leur envoyer directement le bénéfice de ces œuvres. Donc si tu veux, ils reçoivent l'argent directement. Ils sont dans un quartier qui s'appelle Jaïtaoui, dans lequel on a beaucoup peint d'ailleurs, toi et moi et pas mal d'autres gens quand on était à Beyrouth. Et eux, ils sont dans un quartier où il y a des chrétiens, des musulmans, des Syriens, des réfugiés palestiniens, de tout ce que tu veux. Et ils reçoivent l'argent et ils nous expliquent comment ils s'en servent à chaque fois. On leur envoie l'argent, on a déjà récolté donc 1 600 € à peu près en quelques jours. Et eux, ça leur a permis de reconstruire des portes qui ont été brisées, des fenêtres pour que les gens soient safe chez eux. Ils apportent de la nourriture à des gens âgés ou handicapés qui ne peuvent pas bouger de chez eux. Ils apportent des médicaments, des outils, des choses comme ça, et c'est de l'aide directe. Et évidemment, il y a d'autres ONG qui marchent très bien, la Croix-Rouge libanaise et d'autres, mais la catastrophe est d'une ampleur telle que tu peux pas croire qu'en donnant 30 € à la Croix-Rouge libanaise, tu as réglé le problème, tu vois. Donc nous, on vend différentes choses et on l'envoie direct. C'est bien aussi de donner aux petites structures comme ça. Et là, c'est une structure qu'on a créée nous-mêmes. On sait exactement où chaque centime va et ça donne plus confiance que de donner à des mecs qui vont peut-être l'utiliser pour leur com ou pour d'autres choses. Parce que la majorité des ONG utilisent presque 60 ou 70% de leurs fonds pour la communication. Et ça, moi, je ne donne pas à ce genre d'ONG. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Ouais, moi je veux juste dire que le graffiti, c'est le truc qui a eu la plus grosse influence sur ma vie de très loin. Parce qu'au début j'ai commencé à en faire parce que j'avais pas de thunes et j'étais dans Paris, dans un arrondissement, le 15e, où il se passait rien du tout, je pouvais rien faire. Et puis je me suis rendu compte qu'en achetant un marqueur, surtout pas en le volant, on pouvait multiplier ses possibilités par 1000 et rencontrer des gens intéressants. Et puis après, au fur et à mesure des années, surtout depuis Beyrouth, maintenant dès que j'arrive dans une ville ou un pays que je connais pas, le premier truc que je fais c'est d'aller dans une boutique de graphe, discuter avec les gens, demander ce qui se passe un peu, comment ça se passe dans ce pays-là.
Et j'ai rencontré des gens incroyables, des artistes incroyables, et puis pas seulement, parce que on avait rencontré ensemble à Beyrouth un mec qui s'appelle Benjamin, qui est un photographe, et on l'a rencontré en janvier tous ensemble, et puis en mai il y avait un bouquin qui sortait où on est tous dedans avec des photos, du texte, plein de choses avec des artistes libanais, français, belges. Et puis ces mêmes personnes que j'aurais jamais rencontrées sans le graffiti, aujourd'hui quand il y a une catastrophe, tous ces talents différents, on s'est contacté directement au lendemain de l'explosion à Beyrouth, et on a déjà réussi à mettre sur pied quelque chose qui fait qu'on a envoyé et qu'on va envoyer plusieurs milliers d'euros à des gens qui en ont jamais eu autant besoin. Donc le graffiti, c'est pas uniquement une question de style ou de réputation ou de like ou de choses comme ça. Moi je pensais pas que ça pouvait m'emmener aussi loin dans la vie, et maintenant je crois qu'il n'y a pas de limite du tout. Mais quelle était la question ? Quelle était la question ? Sur mon spot sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me mène, je reste quoi, les toys seront toujours là. Tu vois mon tatouage? Tout ça c'est de la merde! Attends, il y a des filles qui arrivent à faire du beatbox pour les largues. Bonjour! Évidence, il n'y avait pas donc deux filles, il y avait une fille et un homme sensiblement plus baraqué que moi, donc je préférais ne pas mener l'aventure, disons, plus loin. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le doute. J'aurais dû prendre plus de bombes de peinture car il semble que je vais en manquer, que mon dégradé sera à chier et que quand je passerai sur Dissect TV, les gens vont se foutre de ma gueule en les années à venir et en parleront à leurs petits-enfants. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est monétisé, claqué du bise. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? À l'aise, je prends le 3, 4, 0, 6. On va te péter le coccyx. À 3 parce que t'es trop balèze. Ah voilà. Pour faire un zigouigoui le toy, prévoyez une gueule de bois d'anthologie, quelques médicaments illégaux à part en Amérique du Sud, RDK depuis 2005 à Paris, mon gars. Ça fait depuis 2005 que ça existe, ce groupe. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai fait. Et maintenant, il n'y a plus que des Libanais et des Colombiens dedans. Voilà, que les fêtes disaient que TV1 ne peut pas réussir à chaque fois. Et puis de toute façon, je me fous, le graffiti c'est de la merde, moi je rentre chez moi. Dissect. Espèce de fou.